Imagine une entreprise qui lève 1,2 milliard d'euros d'un simple claquement de doigts. Les banquiers signent les documents avec un grand sourire, les taux d'intérêt sont fixés, l'argent coule à flot dans les caisses. Mais genre, à la seconde même, sur les marchés boursiers, les actionnaires vendent leurs titres en panique, en pariant que cette même entreprise n'a peut-être plus du tout de modèle économique viable à long terme. C'est le grand écart financier total. Ouais, c'est un contraste assez hallucinant. Et c'est exactement la réalité que vit en ce moment Téléperformance, le leader mondial incontesté des centres de contact. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, notre plongée se concentre sur le compte-rendu de la récente Assemblée générale de ce géant qui emploie quand même un demi-million de personnes. Notre mission ici, c'est d'adopter une perspective strictement financière pour évaluer les risques et les opportunités d'une entreprise qui se prend de plein fouet la déferlante de l'intelligence artificielle générative. On va analyser la viabilité de son modèle à long terme et décrypter les signaux vraiment contradictoires d'un marché hyper nerveux. Et cette nervosité, en fait, c'est vraiment le cœur du problème. Le cadre de notre analyse aujourd'hui, il est purement axé sur l'allocation du capital. Donc, on laisse complètement de côté les débats sur l'éthique de l'IA ou ce genre de choses pour se concentrer sur une observation clinique des flux financiers. Ouais, on suit l'argent. Tout à fait. La question centrale, c'est de comprendre comment l'argent institutionnel réagit face à une incertitude structurelle aussi massive. Et cette assemblée générale de téléperformance, avec toutes les données financières autour, ça nous offre un laboratoire en temps réel pour analyser la psychologie des investisseurs quand une technologie menace carrément de rendre un modèle hyper intensif en main-d'œuvre potentiellement obsolète. C'est clair. Et pour comprendre l'état de santé de la boîte avant même de parler de la technique de l'IA, il faut suivre la piste de cet argent. Et c'est là que les documents nous révèlent ce fameux paradoxe que j'évoquais au début. Donc l'entreprise vient de faire une levée obligataire massive de 1,2 milliard d'euros. Les taux qu'ils ont obtenus, c'est du 4,75% sur 5 ans et 5,375% sur 8 ans. Et là, le directeur financier Benoît Gabel a lâché une phrase très révélatrice. Il a dit que ces taux étaient, je cite, inférieurs au rendement de l'action. C'est une anomalie mathématique totale, ça. Bah oui, c'est comme si le banquier de la famille te faisait un prêt immobilier super avantageux, alors que tous les voisins parient que ta maison va s'effondrer d'une minute à l'autre. Comment c'est possible que les créanciers soient aussi sereins pendant que les actionnaires paniquent? Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que l'explication réside vraiment dans la mécanique de ces deux instruments financiers et dans leur horizon de temps. Un créancier obligataire, par définition, il a un horizon qui finit, il a un contrat. Quand il achète de la dette à 5 ou 8 ans, il regarde juste la capacité de Téléperformance à générer des flux trésorerie libres d'ici 2029 ou 2032. Il regarde s'il va être remboursé, quoi. C'est ça. Et en analysant le bilan, le créancier constate que l'entreprise a des contrats à long terme, une diversification géographique énorme et surtout une génération de liquidités qui est très forte aujourd'hui. Donc il calcule que la boîte va largement générer assez de cash pour payer les coupons de 4,75% et rembourser le principal à la fin. Le marché obligataire, il s'en fiche complètement de savoir si l'entreprise existera encore dans 20 ans. D'accord, mais l'actionnaire, lui, par contre, il est obligé de se poser la question, puisque quand tu achètes une action, tu achètes le droit de participer aux bénéfices, à perpétuité en théorie. Exactement. Le marché boursier, lui, il valorise ce qu'on appelle la valeur terminale. Si tu as un modèle de valorisation d'un analyste sur 10 ans, une énorme partie de la valeur de l'action repose sur l'hypothèse que l'entreprise va continuer de croître après cette 10e année. Et face à l'IA générative, les actionnaires appliquent en ce moment une prime de risque catastrophiste sur cette valeur terminale. Ils ont peur que la valeur tombe littéralement à zéro dans une décennie. Ah ouais, carrément à zéro? Oui. Et c'est tout le sens de la remarque du directeur financier. Le coût des capitaux propres, c'est-à-dire le rendement que les actionnaires exigent pour assumer ce risque énorme, il a explosé. Il dépasse de très loin le coût de la dette. Le marché demande une prime gigantesque pour oser garder ce titre sur le long terme. Et cette fameuse prime de risque catastrophiste, on le sait, elle a un nom. C'est le gros éléphant technologique dans la pièce, l'intelligence artificielle générative. Et la direction de Téléperformance a bien compris que le marché exigeait un nouveau récit. D'après nos sources, ils sont en train de changer radicalement leur argumentaire de vente. Ils ne vendent plus des simples centres d'appel ou de la réduction de coûts basiques avec de la main-d'œuvre pas chère dans les pays émergents. Non, ça, c'est fini. Voilà. Le nouveau directeur général, Georges Amar. Il propose une nouvelle offre où la boîte devient carrément le partenaire stratégique des clients pour leur propre transformation IA.
Et il a dit, c'est là que ça devient vraiment intéressant, je cite, c'est un changement de paradigme, pas un progrès incrémental. Donc on passe du volume d'appel à du conseil technologique. Mais concrètement, est-ce que c'est pas juste un beau discours marketing? Est-ce que cette IA va pas tout bonnement cannibaliser leur propre business historique? C'est le défi mécanique classique de l'innovation de rupture. L'ancien modèle économique, le BPO, l'externalisation des processus d'affaires, reposait sur l'arbitrage salarial en fait. Tu facturais une entreprise occidentale pour le temps passé par un agent dans une zone à bas coût. Mais si une IA générative peut résoudre instantanément et automatiquement, je sais pas, un changement de mot de passe ou le suivi d'un colis. Exactement. Et la direction soutient que oui, l'automatisation va détruire ces tâches basiques, mais qu'elle va créer de nouveaux besoins, des tâches beaucoup plus complexes. Ouais, mais si je suis une compagnie aérienne par exemple, je paye Téléperformance pour installer une IA qui gère mes clients. Une fois que c'est en place, j'aurai plus jamais besoin de payer pour des milliers de téléconseillers. Si. Et voilà le point de friction absolu. La transition vers ce nouveau modèle exige de changer complètement la façon dont ils génèrent leurs revenus. Au lieu de facturer à la minute ou au siège, ils doivent passer à une facturation à la résolution complexe ou même à de l'intégration logicielle. Leur grand argument, c'est le concept du human in the loop, l'humain dans la boucle. L'humain en renfort de la machine? C'est ça, quand un algorithme échoue sur un litige bancaire vraiment complexe, l'appel est transféré à un agent humain surqualifié. Cet agent résout le problème, mais en plus, il annote la donnée et il entraîne le modèle d'IA pour qu'elle ne refasse plus l'erreur. Et Téléperformance espère facturer la gestion de ces exceptions. Donc c'est un peu comme si tu essayais de transformer une usine qui imprime des encyclopédies papier en une entreprise de moteur de recherche, mais en gardant exactement les mêmes ouvriers. C'est pas juste acheter des serveurs, c'est apprendre aux ouvriers des rotatives à coder des algos du jour au lendemain. Et c'est là que la belle théorie se heurte de plein fouet au bilan comptable. Les chiffres du premier trimestre sont assez rudes en fait. Le chiffre d'affaires a baissé de 2,2% et les prévisions de croissance organique de la direction pour 2026 sont super prudentes, entre 0% et 2% seulement. Et cette croissance quasi nulle, il faut vraiment la mettre en perspective avec les dépenses. Si le marché s'impatiente face à ces résultats, c'est parce que la boîte a considérablement accéléré ses investissements dans l'intelligence artificielle depuis un an. Oui, ça coûte cher. Très cher. Donc si tu dépenses des millions en technologie et que ton chiffre d'affaires recule de 2,2%, le marché perçoit ces investissements non pas comme des moteurs de croissance offensive, mais plutôt comme des dépenses purement défensives. Aux yeux des investisseurs, Téléperformance dépense tout cet argent juste pour éviter de couler face à l'automatisation, pas pour conquérir de nouveaux marchés. Et au milieu de tout ce bouleversement, il y a ce facteur humain géant et la question des marges. Le groupe vise à stabiliser sa marge opérationnelle autour de 14,6%, en espérant monter à 15,5% en 2028. Maintenir du 14,6% de marge avec une croissance presque à zéro, c'est un tour de force. Mais comment tu fais ça avec 500 000 employés? Lors de l'Assemblée, le président Moulay Hafid El Alami a essayé de rassurer tout le monde. Il a affirmé qu'il n'y aurait pas d'Armagédon, qu'ils font vivre un demi-million de personnes et que l'IA devra juste être encadrée. Ces propos mettent vraiment en lumière la contrainte physique et sociale de leur modèle. Maintenir cette marge de 14,6%, c'est pas juste pour faire joli devant les actionnaires, c'est une nécessité structurelle absolue. C'est ce cash flow qui rassure les créanciers obligataires dont on parlait au début, et c'est ce qui finance toute la transformation. Mais mécaniquement, si le volume d'appels simples s'effondre avec l'IA, le nombre de postes nécessaires va chuter. Bah oui. Donc pour préserver la marge et intégrer l'IA, la variable d'ajustement la plus évidente, c'est de couper dans les effectifs. On voit mal comment ils pourraient éviter des vagues de licenciements en fait. Alors, dans cette industrie très spécifique, il faut savoir que le turnover, la rotation du personnel est naturellement hyper élevé. Donc la réduction des effectifs ne passe pas forcément par des plans sociaux dramatiques et très coûteux. Ils peuvent juste geler les embauches et laisser l'attrition naturelle faire le travail. Ah oui, juste ne pas remplacer les départs. Exactement. Par contre, le vrai défi organisationnel, c'est pour ceux qui restent. Réorienter des dizaines de milliers de personnes vers des tâches à plus haute valeur ajoutée, ça demande des investissements colossaux en formation. Et c'est là que l'équation se complique, parce que le coût de cette transition humaine et technologique, il pèse directement sur la rentabilité à court terme. Et c'est justement ce risque d'exécution qui terrifie la bourse. Les investisseurs n'arrivent pas du tout à évaluer combien ça va coûter de transformer un agent de centre d'appel classique en un spécialiste de l'assistance algorithmique. Ils ne savent pas à quelle vitesse les clients vont adopter les agents virtuels, ni si Téléperformance pourra compenser la perte de volume par ces fameux contrats de conseil plus lucratifs. C'est une équation avec beaucoup trop d'inconnus.
Et le marché n'aime rien de moins que l'incertitude. Si l'action est autant pénalisée, c'est parce que l'entreprise traverse ce qu'on appelle souvent la vallée de la mort. La vallée de la mort, carrément. Oui, parce que les coûts de déploiement de l'IA et de formation des employés sont immédiats, ils frappent le bilan tout de suite, alors que les revenus additionnels promis par ce nouveau modèle de partenaire stratégique, ils restent très théoriques pour l'instant. Tant que la boîte ne prouvera pas trimestre après trimestre qu'elle arrive à vraiment monétiser cette IA, la décote en bourse va persister. Du coup, avec un tableau financier aussi tendu, croissance molle, modèle sous pression, action qui a dévissé sur la durée, la logique voudrait que cette assemblée générale ait ressemblé à un tribunal de l'Inquisition. On s'attendait à voir des fonds activistes hurler, réclamer des changements drastiques de stratégie ou de gouvernance, et pourtant, d'après les sources, l'ambiance était super informelle. Les débats sur l'IA ont été longs, mais très ouverts, sans agressivité. Et le plus fou, c'est que les votes des résolutions ont frôlé l'unanimité. Genre, près de 100% d'approbation. C'est un phénomène assez fascinant. Ça souligne vraiment la dichotomie totale entre la volatilité du titre au quotidien et la gouvernance institutionnelle à long terme. L'actionnariat présent à ce genre d'assemblée, c'est surtout des grands fonds institutionnels, des gestionnaires d'indices, des gens qui investissent sur le très long terme. Eux, ils ont une approche très différente du petit trader de tous les jours qui panique à chaque nouvelle annonce sur ChatGPT. Ouais, mais qu'est-ce qui explique ces scores soviétiques de 100%? Ils ont validé l'absence de rémunération pour le président, approuvé le salaire du DG, nommé un nouvel administrateur. Ils ont même rendu un hommage appuyé au fondateur historique, Daniel Julien. C'est un vote de confiance aveugle ou quoi? C'est pas aveugle, non, c'est super pragmatique en fait. Ces votes massifs et cet hommage valident un fait comptable très simple, indépendamment du cours de bourse. Téléperformance est restée une machine redoutable pour générer du cash flow. L'équipe en place a bâti une dominance mondiale sur des décennies. Les actionnaires institutionnels respectent l'institution parce qu'ils pensent que c'est cette équipe-là qui est la mieux armée pour traverser la tempête. Et puis, il faut dire qu'au cours actuel, beaucoup d'analystes trouvent la valorisation très raisonnable, voire sous-évaluée par rapport aux fondamentaux historiques. Les grands fonds ne vont pas renverser la table tant que la gestion opérationnelle courante reste aussi solide. D'accord, mais bon, cette espèce de paix des braves institutionnels, ça veut pas dire que le marché global est rassuré pour autant. Il valide l'équipe, certes, mais l'action reste complètement bloquée dans une position attentiste. Ils accordent le bénéfice du doute, mais on sent qu'ils gardent le doigt sur la gâchette au moindre dérapage. Ah oui, la distinction est cruciale. C'est pas parce que tu approuves le salaire du DG à 100% en AG que tu vas lancer des ordres d'achat massifs sur l'action le lendemain matin. Le marché global, lui, il veut des preuves tangibles. L'institution a le respect de ses pairs, mais l'action reste piégée. Tant qu'on ne verra pas une vraie accélération de la croissance grâce à cette nouvelle offre technologique dans les bilans financiers, l'entreprise continuera de subir des variations ultra-violentes au rythme des annonces des géants de la tech en Californie. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au final, ce dossier, c'est vraiment le symbole parfait de l'angoisse actuelle des marchés. On a d'un côté des fondations financières hyper solides qui luttent contre une peur psychologique viscérale de l'obsolescence. D'un côté, ils arrivent à lever des milliards à de super conditions, ce qui prouve que le moteur tourne, mais de l'autre, la pression boursière pour muter rapidement transforme la boîte en un chantier à ciel ouvert. L'enjeu, c'est plus juste d'optimiser des centres d'appel. C'est de réinventer la place de l'humain dans un monde automatisé, tout en gardant des marges qui ne permettent aucun droit à l'erreur. Et d'ailleurs, l'analyse de ce compte-rendu nous pousse vers une réflexion beaucoup plus large pour ceux qui nous écoutent. Une réflexion qui dépasse largement les objectifs de marge de 2026. L'observation de ce grand écart financier remet en question l'évolution même de l'investissement. Ah oui? Dans quel sens? Eh bien, l'investissement de valeur traditionnelle, cette stratégie où on achète des entreprises très rentables, solides, qui génèrent beaucoup de cash, mais qui sont boudées par la bourse, ça semble presque perdre son sens quand on parle de services humains face à l'IA. Si une boîte qui emploie un demi-million de personnes et brasse des milliards d'euros est punie par le marché juste à cause de la peur d'une technologie naissante, on assiste à un vrai basculement. Le capital a l'air de désormais privilégier la scalabilité algorithmique au détriment total de l'organisation du travail humain, même quand ce travail reste ultra rentable. C'est une pensée assez vertigineuse. C'est une bascule monumentale, ouais. Et le verdict final sur la survie de ce modèle ne sera pas rendu par une keynote dans la Silicon Valley, mais bien par les prochains rapports trimestriels de l'entreprise. C'est là qu'on verra si transformer 500 000 employés en orchestrateurs d'IA, c'est une vraie stratégie de croissance ou juste une tactique de survie désespérée. Et voilà, ce sera tout pour notre plongée au cœur de ce dossier fascinant,
L'évolution de cette situation dans les prochains mois, ça va vraiment être le test de résistance ultime pour toute une industrie.